J'ai fait 2 ans à la Sorbonne, à Paris 4, dans les années 90. Et j'ai fait lettres modernes. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à écrire. Je vivais dans le 17e, j'avais un appartement et j'avais plein de temps parce que j'allais pas vraiment au cours, je séchais pas mal. Et finalement, je n'ai pas eu ma diplôme, mais c'était un grand plaisir d'être à Paris et de commencer à écrire. Et donc c'est un peu pour ça que je parle français. Je l'ai gardé entre-temps en revenant en France. Et je viens ici assez souvent avec ma femme et ma petite fille qui aime jouer au jardin de Luxembourg. Et tous les clichés possibles. Enfin, j'ai traduit 2 livres. Un livre avec Anne-Laure Tissu qui vient de sortir aux États-Unis d'Arnaud Bertinin. Et puis un livre de Oliver Roé. Un livre très, très intéressant, très important, je trouve. Et je veux continuer à traduire et je ne sais pas, à découvrir des, des écrivains français contemporains. Parce que, bon, à Paris 4, j'ai fait lettres modernes, mais ça s'est arrêté vers, je ne sais pas, les années 30. Et maintenant, c'est un grand plaisir de découvrir ce qu'il y a de nouveau en ce moment. Beaucoup, beaucoup. Ah oui, c'était énorme pour moi de rencontrer les livres par exemple, de Montaigne. C'était énorme pour moi. Le premier livre que j'ai écrit en anglais, c'était The Paris Stories, en fait. Ça s'appelle Les histoires des nouvelles de Paris. Et c'était vraiment par rapport au livre de Montaigne, bien sûr, mais aussi, je ne sais pas, de la poésie du XXe siècle. Euh, Apollinaire, c'était énorme pour moi. Je connais pas mal de poèmes par cœur de Guillaume Apollinaire, par exemple, mais aussi les écrivains plus récents. Claude Royer-Journoux, c'est un ami, et Anne-Marie Albiac, décédée malheureusement, mais on l'a fréquenté pendant les années 90, c'était quelqu'un de très important pour moi. Oui, je peux dire que moi je suis écrivain parce que j'ai rencontré des livres français. J'ai toujours suivi 2 pistes. Euh, c'est les romans plutôt ruraux, comme Indiana Indiana, et puis Les Bonnes gens. Et, euh, et puis il y a ces autres livres comme en anglais The Exquisite, New York numéro 2, et Une impossibilité aussi. Et non, moi en fait, j'ai vécu 2 vies. Je suis né à Singapour, j'ai vécu à Londres, à Paris, à Tokyo, mais aussi dans une ferme d'Indiana avec ma grand-mère. Et donc je suis un peu split. J'ai j'ai une personnalité qui marche assez bien quand je suis en Indiana et aussi dans les grandes villes. Et donc quand j'écris, je me sens divisé. Je l'ai écrit je l'ai commencé en 2008. Et c'était en découvrant un très grand livre qui est traduit en français d'ailleurs, qui s'appelle Le Monde connu de Edward P. Jones, qui a gagné le prix Pulitzer chez nous. Et c'est un livre exceptionnel qui parle de l'esclavage aux États-Unis. Et le fait que dans le Sud, c'est pas très très connu, euh, après qu'ils ont gagné leur liberté, certains gens qui avaient les moyens, certains gens d'origine africaine, ont acheté des esclaves, eux aussi. Et donc ce livre, Le Monde connu, part de ça. Mais au début du livre, il y a une anecdote qui parle d'une femme qui vit en Virginie, vraiment éloignée des autres gens. Elle vit avec son mari et 2 esclaves, 2 jeunes esclaves. Et un jour, le mari euh, euh, se trouve mort. C'est les 2 jeunes esclaves qui deviennent maîtresses. Et ça, c'est la fin de l'anecdote. Et puis le livre continue, il parle d'autre chose. Mais ça m'a beaucoup intéressé.
Et je me suis dit, si 50 ans plus tard, cette femme racontait ce qui s'est passé, et si je changeais d'endroit, donc moi je suis d'Indiana, et je me suis dit, oui, si je parlais de Kentucky et pas de Virginie, et si j'inventais un comté en Kentucky. Et donc il y avait ça, et c'était aussi 2008, c'était les élections présidentielles où Barack Obama s'est présenté. Et c'était en mois d'août que je l'ai commencé, donc il n'était pas encore élu, mais c'était prometteur. On avait l'impression que ça allait se passer, et même pour quelqu'un d'origine africaine qui était à ce niveau-là, c'était vraiment incroyable, c'était vraiment quelque chose, tout le monde le sait, tout le monde connaît cette histoire. 5-6 ans plus tard, c'est peut-être autre chose, mais comme symbole, c'était très très puissant. Et je me suis dit, il faut creuser un peu dans toute cette histoire. Et donc il y avait ces deux raisons-là que j'ai commencé à écrire ce livre. Et c'était une question de 5-6 semaines pour moi. C'était vraiment rapide. L'histoire de Jenny. Et ça, c'était super. C'était vraiment un coup de foudre pour moi, cette histoire. Et ça allait très vite. Mais après, je me suis dit, c'est pas possible. Je peux pas parler de l'esclavage aux États-Unis avec une seule voix. Même si c'est la voix d'une femme, moi je suis un homme, il y a un décalage là, c'est intéressant. Mais c'est une histoire plurale. Et donc, il fallait trouver les autres voix dans le livre. Et ça a pris du temps. Ça, c'était 2-3 ans. Je ne sais pas, ça a ouvert des portes et des pistes pour moi, ce moment. J'aurais peut-être pu l'écrire avant, mais je ne l'aurais pas écrit avant. Euh, donc, ça m'est venu en tête à ce moment-là. Et c'est curieux parce que j'étais en Europe, là. Je l'ai commencé en Grèce, ce livre. Et donc j'étais éloigné de mon pays. Et j'en étais assez fier, en fait. Et je voyais un peu l'histoire avec la grande H qui s'ouvrait un peu. Et il fallait entrer. La porte s'ouvrait à ce moment-là. Bon, comme je disais tout à l'heure, après quelques années, on a assez vite constaté que les choses n'ont pas vraiment changé et se sont empirées dans certains sens. Le décalage entre les riches et les pauvres, beaucoup de pauvres sont des minorités chez nous, s'était élargi entre-temps, mais le symbole était puissant et moi je suis très sensible au symbole. Et je les trouve très importants pour commencer quelque chose. Donc oui, j'aurais peut-être pu écrire ce livre avant, mais avec la porte n'était pas ouverte. Tout est mélangé. Ouais, ouais. Et je vis ça avec beaucoup d'énergie. Ça me nourrit, cette idée que, oui, on est très lié au supernatural tout le temps. Et le passé et le présent, c'est... Moi, je suis élevé en grande partie par ma grand-mère paternelle, dans une ferme en Indiana. Et elle était hantée par ces voix qui parlent dans ce livre-là. Donc j'entendais ça tous les jours. Les voix de Jenny, les voix de Zinnia, tout était dans sa voix à elle. C'était pas sa voix, mais elle était hantée par ces voix-là. Et donc pour moi, l'histoire était vraiment présente tous les jours avec elle. Et quand je reviens en Indiana, elle est décédée, hélas, mais c'est encore là. Moi, j'ai la clé de la maison dans plusieurs sens. Ça reste là pour moi et ça reste très important et très vivant. Oui, oui, c'est très important pour moi. Ça gênait beaucoup mon grand-père qui me lisait avec beaucoup d'intérêt, mais il a dit quand est-ce que tu vas écrire quelque chose que je vais comprendre rapidement et facilement. Et je me suis dit bon, il faut essayer un jour, mais ça n'a jamais marché.
Et donc il fallait parler un peu avec mon pauvre grand-père et lui dire qu'en fait c'est comme ça que je vis la vie. Et lui aussi d'ailleurs, et tout le monde, quand on pense à sa vie et puis à l'histoire, c'est vraiment des strates d'expérience. Et ça vient pas comme ça. Hein. Donc, je lui ai dit qu'avec Indiana par exemple, il y a une histoire là-dedans assez claire, et puis à la fin du livre, on l'a, tout est là. Mais c'est pas dans les 10 premières pages qu'on va trouver l'histoire. Je vois pas l'intérêt pour, euh, pour quelqu'un. Et il a dit non, ça m'intéresse beaucoup d'avoir l'histoire tout de suite comme ça. Donc je ne l'ai pas convaincu, mais je pense qu'il a compris que je n'allais pas écrire des livres qui se donnaient comme ça. Pouf. Oui, oui, c'est vrai que c'est avec Montaigne que j'ai commencé à comprendre que la pensée, c'est quelque chose qui se développe petit à petit, mais après, les grands écrivains du XXe siècle, comme Joyce par exemple, qui m'a beaucoup influencé, Virginia Woolf, et surtout William Faulkner. Et si on lit les livres de Faulkner, on voit que oui, c'est magnifique cette façon de donner, je ne sais pas, des bribes de, de communication ici et là, et puis à la fin du livre, on a quelque chose. On ne peut pas rapidement l'expliquer, mais on a vécu quelque chose à la fin. Donc c'est un peu ça ce que je voulais faire moi aussi dans mes livres. Oui, et c'est très bien d'avoir les mots blanc et noir dans cette histoire, parce que vraiment, on ne peut pas avoir une vérité blanche et une vérité noire comme ça. Avec l'esclavage, l'histoire américaine, c'est pas possible. Il y a tellement d'histoires, il y a tellement de vérités. Et donc, moi, je n'allais pas écrire un livre en tant qu'homme noir du 21e siècle qui dit voilà, voilà la vérité. Et donc, c'est un peu pour ça que je ne pouvais pas avoir que la voix de Ginny qui raconte son histoire. Et même elle est complexée, elle est pas sûre d'elle dans une certaine manière. Et donc, il y a toute une réflexion sur la vérité, même dans son histoire à elle. Mais on va aussi avoir la voix justement de Xenia dans l'histoire. Et puis les autres voix plus petites peut-être, mais qui sont là aussi. Et c'était pour indiquer un peu la, la pluralité de vérités. Et sûrement avec une question comme ça, l'esclavage aux États-Unis, qui continue de nos jours, qui a ces répercussions qui persistent chez nous. Il y a 2 jours, j'étais à New York avec ma nouvelle maison d'édition et ils m'ont posé la question, qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez que vos livres fassent dans le monde? Et en fait, j'ai répondu, c'était à peu près ça. Je voulais faire des livres, c'est l'idéal, je ne sais pas, je suis un peu Don Quichotte là qui cherche, je ne sais pas quoi exactement, l'impossible, mais je veux écrire des choses qui restent dans la tête de mes lecteurs. Et c'est pas facile et c'est pas évident et je ne sais pas si finalement ça va se passer, mais oui, c'est comme des paraboles, des fables en fait. Dans tous mes livres, on trouve des, des choses qui sont comme des fables, des paraboles. Dans celui-ci, j'étais très inspiré par les petites histoires de Amos Tutuola, euh, cet écrivain exceptionnel de Nigérien. Et
c'est pas ses histoires à lui, mais ça a un rapport avec ce qu'il a écrit. Euh, donc je voulais pas avoir des fables, des petites histoires qui étaient trop liées à, à notre tradition dans l'Ouest. Je voulais quelque chose d'autre dans ce livre-là, parce que sûrement un esclave à Kentucky comme Alcofi Brass n'allait pas chercher, je ne sais pas, dans les traditions de l'oppresseur. Cette idée était très très importante pour moi. Je suis un peu careful avec ça en tant qu'homme blanc euh, aux États-Unis dans le 21e siècle. Donc c'était un peu une manière d'honorer le fait qu'ils avaient une voix, ces gens-là. Donc je me tape pas d'être quelqu'un qui peut donner les voix aux gens comme ça, mais je comprends tout à fait ce que vous dites et ça m'était très très important de faire parler euh, des esclaves et puis les maîtresses et les maîtres, de reconnaître qu'il y avait, même à cette époque-là, une pluralité de voix. C'est l'histoire américaine, justement. Oui, oui, c'est une histoire très, très violente. Et c'est un peu aussi une histoire qui parle de la façon de décrire ce, ce, ce phénomène de violence. Je lis en ce moment le nouveau livre de Jean Echnoz qui parle de la guerre de 14-18. Et au début de cette guerre, on parlait vraiment dans je ne sais, des euphémismes euh, euh, de la mort, de la violence. Et puis à la fin de la guerre, tout ça a changé. Beaucoup de gens en parlaient de ça. Pour nous, ça a commencé avec la guerre civile. Donc, il y avait des façons de parler avant la guerre et puis des façons de parler après la guerre. Et ça change. Et c'est beaucoup plus rude, beaucoup plus direct. Donc, je voulais oui, investiguer un peu ces choses-là. C'était très très important pour moi, surtout dans le narratif de Ginny, qui en fait étaient les bonnes gens pendant, comme je disais, 2-3 ans. Je dis presque jamais euh, quelle est la couleur de quelqu'un. Et donc on découvre que petit à petit, qu'on parle de l'esclavage, qu'on parle de cette situation-là. Aussi investiguer cette idée de quelqu'un qui réfléchit des années et des années plus tard, qu'est-ce qui serait important pour elle de dire tous les deux phrases, on parle de gens noirs, on parle de gens blancs. Non, c'était pas ça pour elle, parce qu'elle était entre ces deux mondes, vraiment, dans son esprit et dans sa personne. Et donc je voulais put weight on other things et voir cette histoire autrement, de ne pas réécrire Beloved de Toni Morrison, par exemple. Ça, c'est un grand livre, le Beloved de Toni Morrison, mais c'est comme si on avait mis un point final à la question de l'esclavage. Bam, c'est fini. Et pendant 10-15 ans, on écrivait peu sur l'esclavage après. Et bien sûr, dans son livre à elle, on voit les questions différemment. Et on est très très clair sur cette question de couleur, etc. Et moi, en tant qu'écrivain blanc qui parle de ces choses-là, je ne voulais pas insister trop, parce que je trouve que les questions restent très complexes. Et pour moi, Ginny était ni blanc ni noir. J'aime bien cette distinction. Oui, c'est une histoire dans l'Amérique plutôt. C'est pas une histoire américaine. J'espère que c'est une histoire assez universelle. Et ça aussi peut-être parce que j'ai une grande partie de mon cœur qui reste toujours à Paris, en France, etc., dans l'Europe, à Londres. Je veux toujours parler au monde entier et pas juste
au monde américain. Oui, c'est très très compliqué. C'est très très compliqué. Moi, je suis quelqu'un qui a été influencé par des écrivains blancs et noirs. Un grand ami et influence pour moi, c'est l'écrivain Percival Everett, par exemple, qui est édité aussi chez Actes Sud, mais aussi Samuel Delany et plein d'autres gens. Euh, mais ça ne veut pas dire que je peux me proposer dans le monde avec, je ne sais pas, avec une autorité. Je ne peux pas presume uh, to write for and of African Americans. Um, mais en même temps, je trouve que si on est américain, si on s'intéresse aux questions américaines, on ne va pas éviter des sujets. Au contraire, on va les chercher, on va essayer de creuser là-dedans. Again, without presumption, mais avec tout ce qu'on peut apporter au sujet. Et je pense que c'est presque un devoir de ne pas éviter les questions. Moi, je veux être. On retourne au grand maître Montaigne. Je passais tout à l'heure par la statue de Montaigne. Je lui ai tapé au pied, bien sûr. Je le fais comme tous les touristes. Quand j'étais étudiant, quand j'avais un examen, je passais toujours avant de voir le grand maître. Mais the question for me is always to rediscover and remember this idea of complexity and inclusion in one's ideas, in one's mental resources, and to enlarge rather than contract. And that's been my goal, I think, as a writer. Et c'est un grand problème chez nous. Je déteste ces catégories et presque tous les écrivains, je pense, les détestent aussi. Je trouve ça ridicule et nul. Et oui, je me sens très bien dans les librairies françaises où on n'a pas ces catégories-là. On a la littérature. Un grand écrivain pour moi, c'est Marie Ndiaye, par exemple. Et chez nous, est-ce qu'on mettrait les livres de Marie Ndiaye dans, je ne sais pas, la littérature africaine? C'est ridicule comme concept. Mais oui, justement, moi, j'aimerais bien, si ce système existe chez nous, j'aimerais bien avoir mes livres dans la catégorie African American. Pas parce que je me présente comme... dans le livre original, il y a ma photo sur le livre. Donc, je ne vais pas essayer de passer pour un écrivain African American, mais ça serait un honneur pour moi d'être parmi ces écrivains que j'admire. Et si eux, ils sont là, j'aimerais bien être avec eux. C'est très, très très beau, je ne savais pas. Je savais pas qu'il y avait ça dans ce mot-là. Tout à l'heure, je passais rue de Fleurus et j'ai trouvé l'Hôtel de l'Avenir que je trouvais très très beau. Non, ça m'intéresse beaucoup. Ce qui est très important de préciser, c'est que euh, Indiana, dans le roman, c'est vraiment Indiana. On peut trouver ces endroits. Clinton County, etc. Ça existe. Mais Charlotte County, qui est décrit dans Les Bonnes Gens, n'existe pas. Et donc, Indiana, c'est un endroit que je connais très très bien parce que j'y ai vécu des années. Et en fait, dans Clinton County. Mais je voulais avoir un Kentucky imaginaire. Et c'était très important pour moi. En fait, j'avais une bourse pour aller faire des recherches à Kentucky pour ce roman. Et je me suis dit, je ne peux pas y aller. Parce que je veux que ça soit un pays assez imaginaire. Ceci dit,
après la publication du livre aux États-Unis, j'avais des lettres de gens de Kentucky qui disaient parfait, c'est exactement ça. Et ça c'est très bien, c'est une coïncidence, mais je voulais avoir un pays imaginaire où il se passait des choses qui étaient, qui étaient assez belles aussi, parce qu'il y avait ça, il y avait la beauté physique, mais aussi des cauchemars. Donc, donc il fallait avoir cette idée de rêve, de l'imaginaire. Euh, et donc c'est très bien que vous avez évoqué ces strates et ces couches même dans le nom. Kind One, bien sûr, évoque The Furies, les bienveillants. Donc je voulais avoir ça dans le nom, dans le titre, parce que vraiment, et on parle de ça finalement dans le livre de ces Monsters of the Ancient World. Mais aussi, il y a plusieurs Kind One dans le livre. Il y a plusieurs actes de gentillesse dans le livre. Et je ne l'ai pas mis au pluriel parce que, je ne sais pas, il m'a semblé la version originelle, on a cet acte qui est représenté. Et c'est une main noire, là. Et donc, ça détermine un peu plus peut-être l'idée de qui a été The Kind One. Mais le lecteur peut choisir finalement. Et si c'est pluriel, c'est très bien. Mais on avait ce petit problème, grand problème, en traduisant le livre, qu'il a eu ce très grand livre de Little, il y a quelques ans, Les Bienveillants. Et on n'allait pas avoir le bienveillant. Et aussi, on a la question qu'on n'a pas en anglais de gender. Donc, est-ce que on allait avoir la bienveillante, le bienveillant? Il y avait tout ça dans le problème. Et on avait des autres idées. Mais finalement, on a décidé d'aller assez loin du titre original. Et moi, je trouve que c'est très, très, très bien en français, mais c'est autre chose. En espagnol, c'est la benévola. Et ça, c'est peut-être un peu plus proche au titre anglais, mais il y a toujours ce problème. Il ne va pas être au Japon. Je ne sais pas ce qu'ils vont donner là. C'est moi qui les a prises avec un appareil en sténopé. Euh, donc une petite boîte quand même avec une pellicule moderne là-dedans. Donc c'est technologie assez ancient, dans un certain sens, qui existe depuis longtemps, mais aussi avec cet aspect moderne. Et pour moi, avec ce livre, je voulais évoquer le passé sans, je ne sais pas, sans donner au lecteur l'idée que je voulais que ça soit la vérité vraie. Et pour moi, ces photographies qui sont dans le livre font la même chose. Donc, ça a l'air du passé, assez flou, c'est vrai, je suis pas, je suis d'accord avec ça. C'est des photographies qui sont un peu comme les photographies qu'on a trouvées dans le 19e siècle, au début dans les années 1850 où se passe le livre, mais en même temps, je ne veux pas que le lecteur dise ah oui, c'est des vraies photographies. Ça évoque le passé, evokes the past without pretending to be the past. Ils apparaissent dans le section, je mélange les langues maintenant, dans Quand Xenia parle. En créant cette voix, c'était très important pour moi d'avoir de l'aide. Et les photographies m'ont aidé. Mais à un moment donné, il m'a semblé que ces photographies faisaient vraiment partie de la chose. Donc, on a parlé de les laisser tomber, mais mon éditeur a dit non, non. Pour moi, c'est vraiment lié. Ça fait vraiment partie de la voix de Xenia.
Aussi cette question de vérité plurale. La photographie représente sûrement une vérité différente que la vérité qu'on trouve dans les mots, dans les champs de mots. Il m'a semblé que ça pourrait apporter quelque chose d'autre à l'expérience. Je m'intéresse beaucoup au texte de W.G. Sebald, ce grand écrivain allemand. On a peut-être entendu un peu trop de lui maintenant, après 10 ans de critiques et de commentaires, mais pour moi, c'était une lecture très très importante. Très important. Le prochain livre va parler de la guerre civile aux États-Unis. Et c'est l'histoire d'une femme qui se déguise en homme pour aller se battre pour les forces du Nord. C'est très important pour moi, pas les forces du Sud. Mais donc justement, dans cette histoire-là, j'allais pas parler des généraux, des grandes figures, je ne sais pas, des grandes données de la guerre civile aux États-Unis. Ça m'intéresse pas vraiment. J'ai fait l'histoire à l'université, je connais les dates, je connais les noms, je connais tout ça, mais avec tous mes livres, c'est vraiment ça. Je suis très conscient de l'histoire avec la grande H, mais c'est l'histoire avec la petite H qui m'intéresse, qui me préoccupe. Et moi, je vis ma vie comme ça, et j'imagine que presque tout le monde vit sa vie comme ça. C'est pas que je suis too influenced by my own priorities, etc. But I live in a body, and my characters lived in bodies, and those are the prerogatives that interest me in fiction. J'ai l'esprit qui condense, c'est sûr, c'est sûr. Et je garde en tête cette phrase de la poète américaine Susan Howe. Who will speak for what is beside the point? Et je pense aussi à Michon et ses vies minuscules qui m'a tellement frappé. Lui aussi, il a l'esprit qui condense. Je serais incapable d'écrire une grande saga américaine. Et pour moi, cette idée du Great American Novel, et toujours en tête cette idée de quelque chose d'énorme, ça m'intéresse pas du tout. Les vies minuscules ou bon, petites, disons, c'est là où l'histoire commence. History resonates from these so-called small lives. And when you have several in conversation, then you start to have an idea of a collective that becomes something else. But I'm interested in this idea. I've just been reading, what's the name of the woman who wrote the book about the archives recently? She's a French scholar. She has this lovely phrase, I think her first name is Arlette. Oui, Arlette Farge. Voilà. Je lisais dernièrement son livre, il y a la phrase The torrent of singularity. Et c'est exactement ça qui m'intéresse, qu'il y avait toutes ces singularités dans ce déluge de vie humaine. C'est the singularity in the flood qui m'intéresse et qui me préoccupe. It seems to me that there are several layers of this question of revolt. There is the idea something that's connected to these larger narratives of revolution and revolt, and I cite in the acknowledgments this course I took many years ago with
professor at Indiana University that dealt with the Haitian Revolution, which was so inspired by the French Revolution. But if you look at slave revolts in the United States, they go from something of this size, 2 slaves turning the tables on their masters, to things of great, with many, many people. And so I wanted it to be something linked to all of these levels of revolt. But it's interesting what you say about me writing this particular novel. It seems to me that we have to constantly reinvent ourselves as writers. And I have been working on a series of books in which I take on the voice of someone who is unlike me, and not just by circumstances, right? Of another gender, someone of another race. And I find myself enriched and enlarged by doing this. And again, returning to that notion of without a presumption of authenticity, I am not the voice of these people I am writing about, but I am a voice, it seems to me. And I would like to see more stories about the history of women and of individual women, rather than fewer. I think that that's where the great undiscovered country is, in the American narrative, but also the world narrative, the stories of women. Not in a sort of unexamined way, but one that takes into account all the various factors to do with this. I would love 20 or 30 years from now, when my daughter, who is 8 years old, is raising her own kids, that there are however many more voices that tell the stories of women. I feel like a stranger in a strange land when I tell these stories. C'est très européen. Oui, oui. J'ai été infecté par l'esprit européen. Ah oui, non, c'est sûr, ma ligne droite est vraiment comme ça. Je suis incapable d'écrire. Mon dernier roman que j'écris, qui n'a pas été traduit, qui s'appelle Ray of the Star, a été décrit dans un critique comme roman continental, a continental novel. Donc oui, j'ai un peu l'identité aux États-Unis d'écrivain quasi européen, et j'en suis fier.